Bon, c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Je vous rappelle le dernier exercice de rhétorique qu'on a lancé. Je vous avais lu un texte du philosophe Hobbes, un texte très fameux où il justifie l'importance d'avoir un pouvoir fort, un pouvoir centralisé, parce que c'est la seule manière d'empêcher, selon lui, l'état de guerre de tous contre tous, parce que l'homme a des passions qui, à l'état naturel, le poussent à agresser ses semblables. Et ce que je vous avais demandé de faire, c'était de réfuter ce texte, c'était de faire une tirade, c'était de faire un discours argumenté qui permette de déconstruire le discours de ce grand philosophe. Et vous avez été tous très bons. Et l'objectif, évidemment, c'était de vous amener à exercer votre capacité à réfuter, votre capacité à contre-argumenter. Et tous ceux qui se sont adonnés à l'exercice l'ont très bien fait. Et pourquoi est-ce que c'était important pour moi de faire cet exercice en partant d'un grand philosophe? C'est pas pour dire que tout le monde est un grand philosophe, c'est pas pour dire que tout le monde peut se mettre au niveau de Hobbes, c'est vraiment pour vous montrer que même un texte qui est très bien construit, même un texte qui au premier abord paraît intimidant parce qu'il est auréolé d'un halo de prestige, d'un halo d'autorité, eh bien, quand on prend un peu de temps, on peut trouver des failles, parce que tout discours est réfutable. Tout discours peut être renversé. Et donc, tous ceux d'entre vous qui ont dépassé cet état de sidération, cet état de « waouh, c'est bien dit, c'est rigoureux, c'est indiscutable », eh bien, ont réussi à produire une très belle réfutation de ce philosophe. Et donc, j'espère qu'à partir de maintenant, vous allez faire régulièrement cet exercice. Quand vous lisez le discours d'un philosophe, ne le prenez pas comme un monstre sacré, prenez-le comme un interlocuteur dont vous pouvez discuter les propositions. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à revenir sur la vidéo précédente et de regarder tous les textes qui ont été produits. Encore une fois, tous les textes qui ont été produits mériteraient d'être dans cette vidéo, mais j'en ai choisi 5 pour vous donner un petit peu une idée de la gamme de manières dont vous pouviez procéder. Je vais vous lire ça, mais d'abord, on va se remettre en mémoire le texte dont on était parti pour cet exercice. Nous trouvons donc dans la nature humaine 3 principales causes de discorde. Tout d'abord, la compétition, en second lieu, la défiance, et en troisième lieu, la gloire. La première pousse les hommes à s'attaquer en vue du gain, la seconde en vue de la sécurité, et la troisième en vue de la réputation. La compétition fait employer la violence pour se rendre maître de la personne des autres, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs troupeaux. La défiance la fait employer pour se défendre, la gloire pour des riens. Un mot, un sourire, une différence d'opinion, un autre signe quelconque de dépréciation dirigé directement contre soi ou indirectement contre sa famille, ses amis, son pays, sa profession ou son nom. Hors des états civils, il y a perpétuellement guerre de chacun contre chacun. Il est donc ainsi manifeste que tant que les hommes vivent dans une puissance commune qui les maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle guerre et qui est la guerre de chacun contre chacun. La guerre ne consiste pas seulement en effet dans la bataille ou dans le fait d'en venir aux mains, mais elle existe pendant tout le temps que la volonté de se battre est suffisamment avérée. Alors, le premier texte, je l'ai sélectionné pour vous parce qu'il est simple et efficace. Très souvent, il suffit de présenter votre adversaire comme un sophiste pour que ça marche, pour qu'il soit discrédité. On écoute ça. Hobbes, tu nous décris les principales causes de discorde entre les hommes et tu dis que cela conduit, en l'absence d'État, à la guerre de chacun contre tous. Soit. Tu en conclus donc à la nécessité d'un État fort qui inspirerait la crainte afin de maintenir la paix civile. Mais Hobbes, c'est là ce que l'on appelle couramment un sophisme du faux dilemme que tu nous présentes. Tu nous dis qu'il n'y a que 2 choix, la guerre civile ou un État autoritaire, comme s'il n'y avait pas d'autre solution, aussi imparfaite soit-elle. Or, d'autres solutions, il y en a. Si l'on veut que le peuple respecte les lois sans que ce soit par crainte d'un pouvoir autoritaire, c'est donc que l'on veut que le peuple respecte les lois de son plein gré. Dès lors, la première difficulté est la perception par le peuple de la légitimité des lois. Pourquoi devrais-je obéir à une loi faite par une petite caste dirigeante? Quelle garantie ai-je que les lois sont faites dans l'intérêt du peuple et non de cette caste dirigeante? Absolument aucune. Vous l'aurez compris, la solution que je préconise, aussi imparfaite soit-elle, est la démocratie, car idéalement, elle assure la légitimité des lois, condition nécessaire au respect de celles-ci en l'absence de coercition forte. La deuxième condition nécessaire est l'éducation. En effet, personne ne sera d'accord avec toutes les lois. De la même manière que lorsque l'on
l'on joue à un jeu, il arrive de penser que certaines règles sont en notre défaveur, mais on les respecte tout de même, car, on l'a compris, si on ne respecte pas les règles établies, alors il n'y a plus de jeu possible. L'enjeu de l'éducation est donc de faire comprendre qu'il en va de même avec la vie en société. Merci beaucoup Aurélien, ton texte était très clair, très efficace. Juste faites bien attention à ne pas croire qu'il suffit de pointer un sophisme dans le discours de votre adversaire pour que ça marche. Alors bien sûr, Aurélien ici étaye son propos, mais dites-vous bien que votre adversaire peut vous rendre l'appareil, car tout discours peut d'une certaine manière être ramené à un sophisme. Donc une fois que vous aurez fait votre réponse, dites-vous bien que ça ne va pas mettre un terme à la controverse, que votre adversaire pourra répondre, pourra vous reprocher d'avoir fait vous-même des sophismes, il vous faudra donc être endurant. Venons-en au second texte. Monsieur Hobbes, je vous remercie tout d'abord pour ce texte qui au moins a le mérite de faire la lumière sur vos véritables intentions. Car si aux yeux d'une relative et fragile frange de votre lectorat, cette diatribe de la société semble de bon sens, permettez-moi de porter à sa connaissance mon analyse d'une sombre vision politique. Cela dans le but inavoué et malhonnête, je le crains, de justifier l'injustifiable. Tout d'abord, vous évoquez 3 causes prétendument avérées de la discorde. Quel est le fondement de votre affirmation, si brutalement exposée, qui plus est non argumentée? Vous assimilez ensuite maladroitement 2 idées, la compétition et la violence, dont cette dernière serait le passage obligé pour en être le vainqueur. Ainsi, pour ne citer que lui, l'esprit sportif représenterait-il une chimère, masquant nos intentions meurtrières? Le faible nombre d'assassinats perpétrés dans nos stades et gymnases me permet d'en douter. En philosophie aussi, l'important est de participer, monsieur Hobbes. En bon perdant sur ce sujet, vous avouerez que la démocratie que vous n'avez jamais désirée ni jamais connue a permis d'instaurer une paix durable depuis la seconde moitié du XXe siècle. Elle a inhibé la guerre perpétuelle de chacun contre chacun qui vous obsède depuis trop longtemps. Mais c'est votre conclusion qui est la plus malaisante et fait de vous le sujet même de votre livre. Le Léviathan, cette créature immonde personnifiant le chaos. La dictature est selon vous l'unique solution au conflit. Il est étonnant qu'un philosophe dont le sens antique du métier est la recherche de vérité et cultivation de la sagesse prône, à l'inverse, la légitimité du totalitarisme. Contrairement à vous, je nous le souhaite aussi mythologique que l'existence de votre monstre marin. C'est précisément parce que vous ne vivez pas en monocratie que votre exil en France n'a pas donné lieu à la punition du déserteur que vous fûtes par votre parlement. C'est aussi parce que vous n'êtes pas contemporain de votre espéré Léviathan que vous avez échappé à la pendaison promise à ceux intentant un procès en calomnie à René Descartes, philosophe reconnu et que vous méprisez à l'extrême. Vos échanges houleux avec ce dernier me permettent d'en conclure que le pessimiste que vous êtes peine à débattre calmement. En bon dictateur et à l'image de votre texte du jour, vous préférez imposer par la force, brutaliser et faire taire tous vos contradicteurs. Est-ce là votre vision de la philosophie, mais aussi du monde que vous nous proposez, monsieur Hobbes? J'étais content de retrouver dans ce texte plusieurs des stratagèmes que je vous avais conseillés dans la vidéo avec laquelle j'ai lancé l'exercice. C'est une belle performance, et c'était aussi intéressant de pointer la rivalité qu'il y a eu entre Hobbes et Descartes, et je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers un texte assez simple et assez court qui revient sur certains éléments de cette querelle. Venons-en au 3e texte. Hobbes suggère qu'il faut nécessairement un État fort, voire tyrannique, pour maintenir la paix. Cette proposition s'appuie sur 3 prémisses. 1. La situation naturelle contient les germes de la discorde. 2. En société, au moins dans certaines, les hommes vivent en paix. 3. La crainte d'une autorité supérieure maintient la concorde. Notons qu'Hobbes n'accorde que peu de temps à consolider ses postulats fondateurs. Il se perd dans des détails de ce qui causerait la discorde, sans autre but qu'étaler sa science comme un élève zélé qui réciterait ses définitions apprises la veille. S'il avait mis autant de cœur dans les fondations que dans les décorations, nous n'aurions pas à spéculer sur sa pensée. La nature comporte les germes de la discorde, c'est entendu, mais de quelle nature parle-t-on? De la nature de l'homme ou de son environnement? Si l'on admet que le mal provient de la nature de l'homme, la contradiction des propos d'Hobbes est criante. Si nous étions en défiance permanente, assoiffés de trophées et de lauriers, nous ne pourrions pas faire société, nous serions organisés tels les lions au sein de petites meutes. Le mâle alpha chasserait de ses terres le concurrent à moins que celui-ci ne le déloge. Ce n'est donc pas la nature de l'homme qui est en cause. Si l'on se penche sur notre environnement, notre sécurité est en effet menacée par ses ressources limitées et dispersées. Seul, il serait impossible de bénéficier d'un échantillon de la totalité de ces ressources. Pour Thomas, c'est là que le bât blesse. La nature ne nous écarte pas.
elle nous rapproche. Nous avons besoin d'être unis en société pour jouir des bienfaits et nous protéger des méfaits de la nature. Ainsi, ce n'est pas la peur du châtiment, mais l'espoir de la prospérité qui nous rassemble. Cette dernière viendrait à s'évanouir que la révolte ne tarderait pas à soudre. Cette erreur de jugement peut être pardonnée lorsqu'on connaît la période troublée qu'a précédé la rédaction du Léviathan. La guerre civile, qui ravage l'Angleterre, a sans doute suscité chez Hobbes colère et désespoir, et l'auront aveuglé sur la racine du mal. Ce n'est pas par excès de laxisme que la tête du roi est tombée, mais bien à cause du marasme économique du pays, marasme duquel le roi ne parvenait pas à sortir. Ainsi, il aura manqué à Hobbes quelques années de recul pour avoir un jugement éclairé et reposé sur la situation. C'est très bien, Alex, bravo pour ton texte. Et vous retrouvez donc deux techniques que j'avais recommandées dans la vidéo de départ, à savoir la technique qui consiste à reconstruire et à réfuter le raisonnement de l'adversaire, ainsi qu'un travail sur les concepts. Par ailleurs, donc là, vous avez une production qui est focalisée plutôt sur le logos, mais même si c'est plutôt focalisé sur le logos, vous voyez que c'est amené avec des attaques. C'est amené avec des attaques qui permettent de rendre plus efficace, plus percutante, plus cinglante l'argumentation. Quoi qu'il en soit, on va passer maintenant au deuxième texte, qui pour le coup est plus focalisé sur l'éthos. Cher monsieur Hobbes, permettez-moi d'être surpris par la manière un peu rude, un peu rustre même, que vous employez pour justifier l'ordre des puissants. Sans doute faut-il n'y voir que le prolongement de vos prétentions nobiliaires qui vous ont tant inféodé à la monarchie anglaise, au point que vous ayez pris son parti contre le Parlement. Il n'est dès lors guère surprenant que votre aveuglement de classe vous conduise à sélectionner les arguments qui servent votre propos et à négliger ce qui pourrait le desservir. Cela est peu glorieux pour celui qui se prétend philosophe. Vous parlez de compétition, et je ne contesterai certes pas que celle-ci existe et soit souvent sévère et impitoyable, mais vous passez sous silence la coopération qui a permis tant de réalisations essentielles du génie humain et sans laquelle un individu seul ne pourrait prétendre gagner ou enlever nulle compétition. Vous parlez de défiance qui est certes un mal qui ronge les humains, centré sur leur peur présupposée ou réelle. Que n'évoquez-vous la confiance qui permet aux individus de se forger au-delà de leur peur, dépassant celle-ci pour contribuer à construire l'humanité et les merveilles que collectivement elle produit. Vous parlez de la gloire, qui serait le moteur de nos égos, mais vous négligez les effets exemplaires de l'humilité, de tant de saints hommes qu'à longueur de sermons on nous cite en exemple et qui influencent nos attitudes et nos actes. Votre mère, m'a-t-on dit, accoucha de vous lorsqu'elle apprit que l'invincible armada fonçait sur l'Angleterre. Mais notre flotte ne l'a-t-elle pas taillée en pièces, en alliant les vertus du combat à une solidarité sans faille, en conjuguant la défiance envers un ennemi supposé plus nombreux et plus fort, avec une indéfectible confiance en nos forces, en nos valeurs, en nos vertus, et enfin en construisant la gloire d'une victoire mémorable sur l'humble contribution de tous nos marins, du mousse au commandant, en passant par les servants des pièces d'artillerie. Croyez-moi, monsieur Hobbes, en prônant la guerre de chacun contre chacun, de tous contre tous, vous ne faites que maintenir l'ordre ancien, et permettez-moi de prophétiser, il ne faudra pas 1000 ans pour que cet ordre vacille, se lézarde puis s'effondre, pour faire place à un monde nouveau dans lequel l'homme sera le pivot de la construction d'une société nouvelle et d'une nouvelle humanité. Bravo Jean-François, c'était un très bon texte. Le cœur de ta démonstration, c'est donc quelque chose de logique, tu travailles sur les concepts, mais c'est d'autant plus fort que tu montres que la faiblesse de la démonstration de ton adversaire vient du fait qu'il est biaisé par sa condition. Et on termine avec un texte qui a emprunté une voie tout à fait différente, parce que c'est un atelier de rhétorique, c'est aussi un atelier d'écriture, et vous êtes là pour exercer votre créativité, et c'est important de garder à l'esprit qu'il y a des manières très diverses de chercher à obtenir la conviction du public. Bougez-vous, Hobbes, vous y êtes presque. Cette nuit, alors que je marchais sur un sentier éclairé par une lune pleine et éclatante, de celle qui vous montre le chemin comme en plein jour, j'ai pris dans le feu de ma lanterne un lièvre. L'animal se tenait là, devant moi, complètement immobile, comme prisonnier de mon faisceau, pétrifié par la peur.
J'étais, quant à moi, fasciné, parce que, dans son œil brillant, je pouvais lire qu'il parcourait en pensée tout le chemin qui le mènerait à la liberté. Il voyait parfaitement le nombre de bonds qu'il aurait à faire, l'arbre qu'il devrait éviter, et le plongeon final pour entrer dans sa tanière et gagner sa liberté. J'éprouve la même fascination en vous lisant, mon cher Hobbes. Vous avez vu le chemin de la liberté comme en plein jour. Vous avez pensé mieux que quiconque à cet état naturel dont les hommes ont à se libérer pour faire une société pacifiée. Vous avez vu les causes de discorde que sont pour l'homme la compétition, la défiance, la gloire, et vous les décrivez avec une certaine lucidité. Mais comme ce lièvre, votre torpeur vous condamne à l'immobilisme. Pétrifié par l'idée du changement, vous préférez remettre les clés de cette cité pacifiée à un pouvoir absolu, à une puissance qui incarne plus que tout autre les causes de la discorde. En cela, et malgré la justesse de vos prémices, la lâcheté de votre conclusion vous assigne au statu quo. Cette nuit, il a fallu beaucoup de courage à ce lièvre pour sortir de mon faisceau. Vous aussi, faites preuve de courage, Hobbes. Vous avez vu en pensée le chemin de la liberté. Maintenant, mettez-vous en mouvement et osez le changement. Bravo, c'est bien écrit, c'est original et c'est engageant. Je vous félicite tous et toutes d'avoir participé à cet exercice. C'était donc un exercice difficile, mais je pense qu'on va le refaire. On va le refaire avec d'autres auteurs parce qu'encore une fois, c'est très important. C'est très important que vous commenciez à prendre les philosophes, non pas comme des monstres sacrés, mais comme des interlocuteurs. Et vous allez mieux vous approprier leur pensée, pouvoir la mettre au service de votre travail, de vos arguments, de vos convictions, si vous faites cet exercice de les discuter. Pour la suite de notre travail, eh bien, le prochain exercice que je voudrais lancer, c'est un exercice qui va vous demander d'aller sur le terrain. Toujours dans cette optique de vous pousser à créer, de vous pousser à créer du contenu, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de vous filmer en train d'accomplir une bonne action. Pour ma part, je vais m'occuper de nettoyer une plage, de ramasser les bouteilles, le plastique qui ont été apportées par la marée. Mais vraiment, je voudrais pas que la direction que je prends pour cet exercice vous influence. Votre bonne action, ça peut être dans n'importe quel domaine. Tout l'enjeu, c'est de vous filmer, c'est de faire un petit reportage, c'est de mettre ça en scène. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça peut ressembler avec la vidéo par laquelle je vais lancer cet exercice. Mais encore une fois, l'objectif, c'est que vous soyez libre. Donc vous allez créer votre petite vidéo, vous allez la publier sur votre chaîne YouTube et vous la partagerez sous la vidéo avec laquelle je vais lancer cet exercice. Et je vous préviens dès maintenant pour que vous puissiez commencer à réfléchir à ce que pourrait être cette bonne action. Donc vous allez faire quelque chose dans le but que ça apporte un petit bénéfice à la société, mais aussi dans le but que beaucoup de gens voient cette vidéo et aient envie de vous imiter. Et c'est comme ça qu'on lance un mouvement. C'est en montrant un comportement vertueux et en donnant envie à beaucoup de gens de vous imiter. Et bien sûr, il y a aussi un intérêt pour votre travail de créateur, c'est que ça va vous apprendre à créer du contenu original, mais aussi à créer du contenu intéressant, parce que les contenus où vous vous mettez en scène, les contenus où vous allez sur le terrain, c'est souvent des contenus qui marchent très bien. Le public aime ça, il y a une prime à l'audace, il y a une prime à cette authenticité. Ce genre de défi, le contact avec le terrain, c'est quelque chose qui plaît au public. Encore une fois, bravo pour ce que vous avez donné dans cet exercice, j'ai hâte de voir ce que vous allez donner dans le prochain, mais je vous ferai une vidéo pour le lancer. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans de prochains contenus.